C'est toujours la même chose. Peu importe combien de simulations vous effectuez ou combien votre police d'assurance coûte cher. Le feu, la gravité qui fait des siennes et beaucoup d'alarmes très bruyantes qui ressemblent étrangement à des cris personnels. La dernière descente du capitaine Ree Anders sur Alain IV n'était pas différente. À un moment, il volait à une altitude sûre en fredonnant une version fausse de Moonlight and Hyperdrive. Et maintenant, elle est une reine. Dès qu'il s'est réveillé, sa tête lui faisait mal comme si un ours solaire l'avait mordu et craché dans un mixeur. Le cockpit était tordu et des étincelles volaient encore partout. Le système de navigation criait et la gravité artificielle avait des hoquets. Le couvert forestier de la jungle d'Ellenford s'est précipité vers le haut comme s'il avait une vendetta personnelle, lui faisant se souvenir des arbres, beaucoup d'arbres. Puis l'obscurité est tombée. Un insecte vert fluo, de la taille d'un teckel, lui léchait le front. Reese cligna, sa voix rauque et sèche comme le sable martien. L'insecte siffla et se précipita dans les broussailles. Avec la grâce d'un paresseux privé de sommeil, il sortit des décombres. La jungle d'Elon IV était humide, pulsant d'une étrange vie bioluminescente. Dominant au-dessus de lui comme des ampoules naturelles, les arbres semblaient être des êtres vivants. Contexte. Dominant au-dessus de lui comme des ampoules naturelles, les arbres semblaient être des êtres vivants. En regardant autour de lui, il remarqua des bâtiments imposants, leurs écorces se déplaçant en motifs comme s'ils respiraient. En texte à traduire. En regardant autour de lui, il remarqua des bâtiments imposants, leurs écorces se déplaçant en motifs comme s'ils respiraient. L'air était chargé d'un mélange de senteurs métalliques sucrées et légèrement menaçantes. Avec un murmure, il sortit son scanner cassé et déclara « Bienvenue en enfer de vacances ». La mission avait été simplifiée. Livrer des nœuds de communication aux avant-postes Stribo-Alani, vérifier quelques camps de recherche et rentrer chez lui à temps pour regarder le concours de pâtisserie interplanétaire. Au lieu de cela, son vaisseau était une épave en flammes et il se trouvait en territoire inexploré. Il se mit en route avec son pack d'urgence, boitant légèrement, essayant de ne pas marcher sur quoi que ce soit qui brillait de manière menaçante. 2 heures après le début de la marche, après avoir accidentellement insulté une plante, il entendit un cri aigu et étrange, pas tout à fait humain, mais pas entièrement alien non plus. Ree s'arrêta et écouta, et le son revint. La brochure affirmait que la région était intacte par la civilisation moderne. Selon elle, les insectes là-bas sont impolis et inutiles. Malgré son meilleur jugement, il décida de s'approcher du bruit. Alors qu'il le faisait, il découvrit une clairière illuminée par les 2 soleils. Dans la clairière, il vit une petite silhouette, peut-être pas plus âgée de 10 ans, affalée contre un arbre. La peau de la silhouette avait une douce couleur gris argenté et ses cheveux étaient tressés avec des feuilles et des perles en métal. Ce qui attira vraiment son attention, cependant, ce furent ses longues oreilles élégantes, en forme d'antenne et ornées d'hallucinogènes. La silhouette le regarda avec des yeux grands et liquides, et une jambe avait une position anormalement tordue. Race fouilla dans son sac et dit « D'accord, faisons cela à la manière des éclaireurs intergalactiques. Ça n'a pas le goût de bonbons, mais ça ne te tuera pas. » Ree s'accroupit et murmura « Tu es blessé. » La femme tressaillit et cliqua quelque chose dans sa gorge.
une langue qu'il ne comprenait pas, mais c'était évident sur son visage. Alors, ils ont poursuivi comme prévu. La fille plissa les yeux vers lui, puis vers lui, avec des oreilles qui tressaillaient. « Je suis Ree », proposa-t-il, pressant le patch contre sa jambe. « Je suis un pilote en agréé et un survivant du naufrage du Glory Hound. Je suis aussi légèrement radioactif. » Elle prononça un mot ou deux dans sa langue qu'il ne pouvait pas déchiffrer, mais il le prit comme un signe positif. Il passa des heures à fabriquer une civière de fortune pour la transporter vers leur objectif commun, espérant qu'un signal de détresse pourrait atteindre l'orbite et les sauver de la jungle. Après cela, elle resta silencieuse, le regardant avec Reese quitta Elan, ne connaissant jamais son nom, ne sachant pas si elle se souvenait de lui ou non, et avec ses yeux brillants, il trébucha et faillit la laisser tomber, la faisant émettre un son qu'il choisit de croire être un rire. À l'approche de la nuit, des silhouettes en armures de feuilles escortèrent la fille doucement, parlant à voix basse et hochant la tête solennellement à l'adresse de Ree. L'un d'eux toucha son épaule, comme en signe de gratitude. Puis il disparut dans le feuillage. Il ne l'a jamais signalé, peut-être parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un comprenne ou parce qu'il voulait garder cette expérience mystique pour lui-même. Au fil des ans, il a fait des petits boulots, combattu des pirates, bu trop de bière synthétique et même été expulsé d'une salle de jeu de Mars 2 pour avoir essayé d'imiter un chanteur célèbre. Malgré cela, il soutenait que la ressemblance était troublante. Puis, sans crier gare, une invitation royale arriva, scellée avec un leçon, écrite en standard alanien, disait « La reine des langues 4 convoque respectueusement le capitaine Ree Under à sa cour. L'affaire est urgente, venez immédiatement, dit Ree en se servant un verre. Il s'adossa à sa chaise et rit longtemps, fort et légèrement de manière hystérique. « Eh bien, murmura-t-il en levant son verre vers personne, je suppose qu'elle s'en souvient. » Ree s'était toujours considéré comme inadapté aux environnements de cour, non pas parce qu'il manquait de charme, il avait du charme, ou du moins c'est ce qu'on lui avait souvent dit par des barmen essayant de le faire sortir à la fermeture. Non, c'était plutôt que chaque fois qu'il se retrouvait dans un endroit où les gens portaient des robes sans poche, ses instincts criaient « Mauvais endroit, mauvais travail, mauvaise espèce ». Il passa la majeure partie du trajet à essayer de calmer la tempête dans son ventre tout en regardant par la fenêtre. La navette qui le ramassa depuis l'anneau extérieur de la station 12 était élégante, silencieuse et pilotée par une femme qui pouvait être en partie machine. Sa voix avait cette intonation synthétique et ses yeux clignotaient en binaire. L'orbite d'Allen-4 n'avait pas changé, mais tout le reste l'était. La Lune, autrefois connue comme une planète jungle isolée, pulsait désormais de signes de modernité, de quais orbitaux, de relais, de capteurs et de signes de modernité. Alors que la navette descendait, le palais se dressait devant nous. Il flottait dans les airs, suspendu au-dessus d'une montagne couverte d'une brume émeraude, maintenue par d'énormes câbles gravitationnels scintillant d'une énergie stabilisante. Le bâtiment dégageait une élégance surnaturelle, avec ses flèches courbées, ses dômes translucides et ses longues passerelles serpentant dans le ciel étoilé. En débarquant, il fut accueilli par 2 gardes imposants au visage de pierre. L'un d'eux tenait une lance qui vibrait à son approche, tandis que l'autre lui fit un signe de tête bref. « Capitaine Rear, dit l'un d'eux d'une voix basse, veuillez ne toucher à rien qui ne brille pas. » Reed avait vu beaucoup d'architecture de son temps, mais rien de tel. C'était comme s'il était entré dans un rêve où un physicien et un artiste débattaient d'esthétique. Même mon ego rit, murmura quelque chose qui n'obtint aucune réponse de la foule difficile.
Ils le conduisirent poliment à travers les couloirs sinueux du palais, chacun plus luxueux que le précédent. Alors qu'il passait devant des panneaux décoratifs représentant des scènes historiques de guerre, de paix et d'unité, ainsi que ce qui semblait être un écureuil géant vainquant un robot en duel, quelque chose qu'il n'osa pas demander, ils le conduisirent enfin à la chambre centrale, une vaste zone circulaire qui s'ouvrait sur la jungle en contrebas, entourée par à l'extrémité du bouclier scintillant et énergique, entourée de dizaines de conseillers, vêtus de couleurs qui représentaient probablement quelque chose de significatif, se tenait la reine Velra Rhys. Sa bouche s'ouvrit en parlant. Le changement avait été progressif au cours des 15 dernières années, mais cela le frappa toujours comme une vague de plasma entourant sa poitrine. Rhys était maintenant grande et majestueuse, ses vêtements fluides brodés de fils d'argent qui scintillaient à la lumière, et ses longues oreilles étaient décorées de délicates bandes métalliques. Ses yeux argentés rencontrèrent les siens, et un sentiment d'amusement, de reconnaissance et un souvenir ancien scintillèrent dans son esprit. Le capitaine Under se redressa devant elle, et elle parla d'une voix basse et douce, avec la même cadence mélodieuse qu'il se souvenait, mais maintenant avec autorité. Il était honoré qu'elle ait répondu à son appel, et il ne pouvait résister à l'invitation royale. De plus, il lui devait une visite à cause de tout l'incident impliquant le sauvetage de sa vie d'une bête sauvage de la jungle. Le moindre mouvement de ses lèvres lui rappela quelque chose qu'il avait gagné. Selon elle, « Je me souviens aussi de toi trébuchant sur tes propres bottes, tout en me portant avec des acrobaties élégantes. » Il appelait cela une chute tactique, et elle a dit « Beaucoup de choses ont changé depuis ce jour. Elend 4 n'est plus divisé. Nous sommes maintenant une nation, un peuple. » Cependant, elle a averti que certains parmi les étoiles chercheraient à briser cette unité. Alors il se redressa instinctivement et dit « Et tu as besoin de moi pour aider à empêcher cela? Que cela se produise. » « J'ai besoin d'un allié sur qui je peux compter, » répondit-elle simplement. « Et vous, capitaine, êtes la seule personne à qui j'ai jamais confié quoi que ce soit. » Un moment de silence gênant et pesant s'ensuivit, interrompu seulement par le bruit lointain d'un garde éternuant derrière un pilier. Rhys ajouta alors, c'est soit extrêmement flatteur, soit profondément inquiétant. Ça, dit-elle en désignant la tour, c'est l'ambassade des systèmes auriques. Ils appellent ça de la diplomatie, mais moi j'appelle ça une intrusion. Il plissait les yeux chaque fois que je lui en parlais. Je pensais qu'il se spécialisait dans les armes et les éthiques minières douteuses. Mais maintenant, ils ont découvert quelque chose d'ancien sous notre sol. Elle sourit légèrement et dit « Les deux ». Il la suivit sur le balcon, où il pouvait voir la canopée de la jungle et les bêtes volantes en dessous d'eux, leurs ailes captant la lumière dorée. Quelque chose de puissant que Rhys regardait avec méfiance, et elle le regarda directement avec des yeux brillants et pétillants. Il soupira et dit « Tu sais, quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit que je ne m'impliquerais dans aucune intrigue interplanétaire. Ça a marché? » Elle ajouta aussi « Je me suis dit que j'arrêterais de boire de la caféine dans des fioles non marquées. Ça non plus, ça n'a pas marché. » Son rire résonna clairement, et le son était plus léger que tout ce qu'il avait entendu dans la chambre en dessous. Juste un éclat, alors qu'elle se tournait vers lui, ses yeux brillants de confusion. Était une seule et même personne. Lui, un pilote échevelé, elle, une fille curieuse avec de longues oreilles et une jambe cassée. Au fil du temps, la reine se redressa. Les conseillers commencèrent à se rassembler. Et des plans devaient être élaborés. Le danger guettait à chaque coin de rue. Rhys Sander,
un comédien amateur et un héros réticent, venait d'être enrôlé dans un jeu bien plus grand qu'il ne l'aurait souhaité. Il passa ses doigts dans ses cheveux, jeta à nouveau un coup d'œil à la flèche aurique et murmura « La prochaine fois que je sauve quelqu'un, je vais demander un reçu. » Puis avait affronté des pirates, des seigneurs de guerre, des nuages sensibles avec des problèmes d'abandon et une fois un comptable qui avait essayé de lui facturer l'air qu'il respirait. Mais rien de tout cela ne l'avait préparé au protocole royal Elani. Il avait à peine accepté d'aider Valira lorsqu'elle l'avait informé qu'il devait subir un rituel de bienvenue qui semblait trompeusement charmant jusqu'à ce qu'il soit dépouillé de son manteau, qu'on lui remette une robe qui le faisait ressembler à un cultiste confus et qu'il soit escorté par 2 gardes très sérieux dans une chambre qui sentait la sève d'arbre et le destin. « C'est normal », murmura Ree en regardant un orbe scintillant qui clignait à son attention avec un air de malice bureaucratique. Murmura sous son souffle en levant les yeux vers un orbe scintillant qui clignait à son intention avec un air de malice bureaucratique. « Tout à fait normal, juste un autre jour. Réveille-toi, brosse-toi les dents et fais le serment de donner ton âme à la lune forestière. » L'orbe vibra et émit un nuage de brume bleue, teignant temporairement ses sourcils en violet. En face de lui se tenait une grande prêtresse majestueuse, avec une peau semblable à de l'écorce polie et des yeux qui brillaient d'une lueur étrangement proche de l'amusement. Elle chantait quelque chose en alani, trempa un bâton en forme de branche dans un bol de mousse lumineuse et loignit. Elle demanda « Me fournirez-vous un panier de fruits ?» Après quoi, elle fut officiellement accueillie en tant qu'invitée du Haut Bosquet. « Non », répondit Ree. Puis la cérémonie prit fin et sa veste lui fut rendue, étrangement encore humide. Il fut conduit à travers un labyrinthe de couloirs illuminés par des spores qui pulsaient en rythme avec ses pas. Il faisait attention à ne marcher sur rien avec plus de 4 pattes. Le palais semblait vivant, contrairement à la plupart des structures. Les murs se déplaçaient légèrement pour laisser place à des portes qui ne s'ouvraient qu'après avoir fredonné une note brève. Il arriva dans une salle de guerre qui semblait avoir été créée par une combinaison d'un jardin botanique et d'un génie militaire avec un sens du drame. La pièce maîtresse, une projection en direct d'Alain, flottait au-dessus d'une base en racines sculptées qui semblait changer au fur et à mesure que les tactiques étaient discutées. Les conseillers murmuraient dans différents dialectes. Valira, qui se tenait à la tête de la table, dégageait une aura de beauté féroce, ses longues oreilles ornées de minuscules nœuds cristallins scintillant alors qu'elle écoutait. « Capitaine Under, vous êtes arrivé au bon endroit, au bon moment pour entendre parler de la gigantesque machine souterraine qui pourrait tous nous anéantir. » Ree glissa dans le siège le plus proche et dit « Voilà qui parle de petit déjeuner sur cette planète. » L'un des conseillers, qui était petit et aux yeux perçants et portait un casque qui semblait avoir une antenne pour le style, pointa un endroit sur la carte et dit « Auric Systems a foré dans ce qui semble être une relique ancienne. Elle émet des pulsations de basse fréquence, perturbe la faune environnante et occasionnellement cause une gravité locale à Ree, a fait écho la semaine dernière à une unité de patrouille qui est montée à 20 mètres dans les airs et n'est pas redescendue pendant 1 heure. Le conseiller a dit « Ça ressemble exactement à mon dernier rendez-vous. » Les lèvres de Valor ont tremblé en disant que la relique est plus ancienne que toute structure Elani connue, peut-être même pré-Exode. Il pense que c'est une source d'énergie ou une clé de monde, et Ree se penche en arrière pour spéculer qu'ils veulent la déterrer et voir ce qui se passe. Dans le pire des cas, elle a dit qu'ils veulent revendiquer le site sous la Corporate Interplanétaire.
Elle a essentiellement dit « Tu es un outsider, tu peux agir sans soulever de drapeau politique, et si les choses tournent mal », puis elle a marqué une pause. « Tu as survécu à pire ». Je ne suis pas sûr si c'est un compliment ou un sinistre présage. C'est la diplomatie à la nid. Un jour plus tard, Rhee se retrouva sur un vaisseau de largage avec une équipe hétéroclite de spécialistes, y compris un botaniste nommé John, qui croyait en la communication avec les plantes. Et je suppose que vous attendez de moi que je sois la colle charmante qui les maintient ensemble. Je m'attends à ce que vous essayiez de ne rien faire exploser, à moins que ce ne soit absolument nécessaire, avait dit Vera, en parlant de l'équipe la plus avancée que nous puissions offrir sous le radar. Darrow, un ingénieur cybernétique, parlait parfois de cela, et il avait remplacé sa propre main par une clé multifonctionnelle à des fins esthétiques. Un drone traducteur insistait pour interpréter les métaphores littéralement. Necessary était défini par Rhee comme le niveau habituel d'hostilité de la jungle, avec des insectes bourdonnants, des bruits étranges de frottement, et un arbre qui avait essayé de manger le drone avant que June ne le convainque doucement de reconsidérer. Qu'ils travaillèrent pendant des heures jusqu'à ce qu'ils tombent sur le complexe des Auriques, qui se composait de tours en acier lisse avec des générateurs bourdonnants et des drones de sécurité flottants qui bourdonnaient comme des guêpes sous caféine. Rhee murmura qu'ils avaient opté pour l'esthétique de l'écosystème envahissant, et ils montèrent tout bien le camp dans une clairière cachée entourée de feuillage. June insiste sur le fait que les sprays masquants d'odeur étaient anthétiquement sourcés auprès de colonies de mousses coopératives, que Rhee n'avait pas interrogé cette nuit-là alors qu'il était allongé sur le dos à contempler les étoiles à travers le feuillage. Un drone bourdonnait à proximité, marmonnant quelque chose sur les idiomes et leur improbabilité biologique. L'image du visage d'Ara tourbillonnait dans son esprit, un rappel de la fille qu'il avait sauvée, qui était maintenant plus âgée et plus affûtée, et les enjeux étaient plus élevés, le danger plus apparent. Une partie difficile et têtue de lui se retourna en soupirant, serrant plus fort sa veste. Autour de lui, il imaginait infiltrer le site de fouille des Oryx demain. Il espérait ne pas se réveiller avec un autre insecte en train de lui lécher le front. Le complexe, avec tous ses angles et son arrogance, bourdonnait de la menace silencieuse d'une technologie avancée laissée entre les mains de corporations moralement ambiguës. De son point de vue dans les broussailles, Rhee scrutait à travers des jumelles qui faisaient bien plus pour chuchoter que pour agrandir. Les drones de sécurité effectuent un balayage complet toutes les 9,2 minutes, annonça Darrow. Il ajustait sa main multiclé comme s'il accordait un violon, pas un membre. Les caméras étaient configurées pour détecter la chaleur et le mouvement, mais c'était excessif. Rhee sourit et proposa d'interrompre le flux pendant 60 secondes si cela lui convenait. Pendant ce temps, June murmurait aux vignes autour d'eux, essayant de faire enrouler un groupe de grimpeurs autour d'un poteau de capteurs comme s'ils auditionnaient pour un numéro de pole dance dans la jungle. Les plantes, dit-elle, sont assez douées pour imiter. Ils attendaient le prochain cycle de patrouille, les cœurs battant la chamade sauf pour le drone, qui battait en solidarité grâce à un étrange algorithme de courtoisie. Rhee chuchota. « Je préférerais cela à la reformatage. Je comprends qu'il n'aime pas être observé. » Le drone traducteur flottait à proximité, se balançant comme une méduse anxieuse. La déclaration a été interprétée comme une connexion émotionnelle avec la flore photophobe, suggérant un diagnostic de paranoïa. Alors que les drones bourdonnaient et que la caméra s'éteignait, Darrow fit signe de continuer. Le complexe était paisible, comme c'est typique avant qu'un événement explosif ne se produise à l'intérieur. La décoration était cliniquement avide,
avec du métal poli et un éclairage doux créant une atmosphère de fausse élégance. Ils passèrent l'été par des couloirs qui sentaient l'air recyclé et l'ozone, et ils traversèrent des salles de pause vides où des emballages de barres de protéinés restaient tunes sur les tables. Reese envisagea brièvement la possibilité que le distributeur automatique dispense de la trahison. Finalement, ils arrivèrent à leur destination. Sous la machine, qui semblait être faite de quelque chose de plus ancien que le métal, sa surface était lisse, mais légèrement ondulée, comme si elle se souvenait d'avoir été vivante. Des sigils étranges se déplaçaient dessus, et des lignes d'énergie se déplaçaient lentement à sa surface. « Je ne pense pas que cela ait été construit, » murmura John. « Je pense que cela a grandi. » Le puits central menait à une chambre massive creusée profondément dans les eaux de la jungle, et la rampe en dessous était bordée de balises de scan. La machine pulsait faiblement comme si elle rêvait dans son sommeil. Quoi ensuite? Des fougères philosophiques. « Génial, » murmura Ree. « Nous avons affaire à une plante techno. » Darrell s'accroupit à côté d'un panneau relié à la relique par un épais cordon ombilical de câbles. Ils lui fournissent de l'énergie à basse tension pour l'instant, mais ils l'augmentent chaque jour. À ce rythme, ils atteindront l'activation complète en 3 jours. Peut-être moins si quelqu'un décide d'appuyer sur le bouton pour faire boum plus tôt, ce qu'ils feront, dit Ree, parce que personne n'a jamais regardé une relique extraterrestre ancienne et pensé « laissons-la tranquille ». « Tu reçois ça, Vyra? Tu reçois ça, Vyra? » demanda-t-il en tapotant de manière détendue. « Que vois-tu? » demanda-t-elle, sa voix teintée d'inquiétude. « Je reçois une télémétrie partielle. Que vois-tu? » Une porte s'ouvrit derrière eux, un blaster rechargé fut dégainé, et un concierge faillit être abattu. L'homme malheureux laissa tomber son balai et leva les mains en signe de défense. « Wow! Je suis juste là pour nettoyer les conduits. » « Qui nettoie les conduits en pleine nuit? » Ree m'a rétorqué en disant « Je le fais quand les araignées se plaignent. » June a hoché la tête solennellement, reconnaissant qu'il disait la vérité. Le concierge a cligné des yeux, alors tu les entends aussi. Avec une arme abaissée, Rue a déclaré « Je suis officiellement entré dans la partie de la mission où la santé mentale est facultative. » Le concierge s'est ensuite précipité, en marmonnant quelque chose sur les syndicats à 8 pattes. De retour au bord de la fosse, Darrell se tenait là, rappelant que nous ne pouvons pas arrêter cela de l'extérieur, car le relais de contrôle est intégré dans la matrice des reliques. Nous devons entrer physiquement dans la matrice de commande des reliques et annuler le protocole de réveil. Rampe dans la roche spatiale et appuie sur le gros bouton rouge marqué « Ne pas ». Ree se frotta le visage et demanda pourquoi c'était toujours lui. June lui tendit une racine bioluminescente en disant « Cela te gardera ancré pendant que tu es à l'intérieur. C'est un légume, il est sensible. Sois respectueux. » Il soupira et emprunta le chemin, descendant la rampe et posant le pied sur la surface du relique. Oscillait sous ses pieds alors qu'un murmure lointain résonnait dans l'air, comme si une mélodie oubliée depuis longtemps était chantée par un être ancien. Le relique se sépara, son entrée illuminée par une gamme éblouissante de symboles qui pouvaient soit l'accueillir, soit servir d'avertissement, selon la disposition de l'interprète. Ree se retourna et dit « Si je ne reviens pas dans 1 heure, informe Valira que je suis mort héroïquement ou en trébuchant sur mes propres pieds. De toute façon, c'est plausible. » Darrow rayonnait. À moins qu'il n'y ait une vidéo, nous opterons pour l'héroïque. Lorsqu'il entra dans la relique, elle l'engloutit tout entier.
L'intérieur était impossible. Ree avait été sur des croiseurs abandonnés perdus dans le temps, avait traversé des musées en apesanteur orbitant autour d'étoiles à neutrons, et avait même survécu à un dîner sur une lune de plaisir avec des diplomates qui communiquaient uniquement par la danse interprétative. Mais c'était différent. Les murs n'étaient pas des murs du tout, mais des plis de logique et de lumière scintillante qui se déplaçaient en réaction à ses pensées, se réarrangeaient alors que le reliquaire semblait chercher une réponse à une question concernant sa présence ici, tandis que le sol sous ses bottes pulsait comme un cœur. La racine lumineuse que John lui avait donnée se mit à tressaillir doucement dans sa main, comme les doigts d'un enfant s'enroulant autour d'un parent. S'il n'était pas déjà très mal à l'aise, il murmura quelque chose comme « D'accord » avec les étapes suivantes. Premièrement, ne meurs pas. Deuxièmement, découvre ce que veut l'ancien grille-pain cosmique. Et, idéalement, ne deviens pas partie de sa recette. Puis, comme une fleur, la chambre intérieure s'ouvrit devant lui, exposant ce qui semblait être un noyau de contrôle, si l'on peut appliquer ce terme à la structure. À sa base, il y avait ce qui semblait être une chaise, un trône ou un siège d'essai. Ree n'était pas sûr de ce que c'était, mais il semblait qu'il attendait quelqu'un. « Laissez-moi deviner », dit-il à voix haute. « La super technologie ancienne veut un utilisateur, et parce que je suis le seul assez stupide pour être ici, le trône s'est illuminé avec un soupir réticent. Et finalisant le parcours, ce qui libéra un bruit encourageant, Ree s'assit sur le siège et l'univers inspira. Des étoiles naissaient, des planètes s'effondraient, et le rire venait d'une entité qui n'avait jamais parlé. Son esprit flottait à travers les vastes souvenirs extraterrestres de la relique, et il était une clé du monde, non une arme, mais une graine, un régulateur et un gouverneur de l'équilibre planétaire destiné à communiquer avec le noyau d'Elon 4 et à maintenir l'harmonie avec sa biosphère. Cependant, les Orex perçaient dans le pouvoir, ce qui a entraîné des conséquences catastrophiques. Elon 4 renaîtrait par le feu et la colère tectonique si le relique détectait une trop grande perturbation ou croyait que la planète perdait son harmonie, selon un protocole déclenché par des injections. Ree murmura que des données tourbillonnaient en lui comme une tempête de pensées et il ne pouvait s'empêcher de se sentir terrible. Cependant, il y avait une protection supplémentaire, une deuxième clé marquée de marqueurs génétiques dont Elon 4 avait été béni. Bonra, qui est né ici, avait son ADN et sa voix intégrés dans le vivant d'Elon 4. Ree contacta Valera par le lien, mais tout ce qu'elle pouvait entendre était du statique. « Où es-tu » demanda-t-elle, sa voix remplie de frustration. « Je ne peux pas te suivre. Tu as disparu de tous les scanners. Je suppose que je suis devenu quantiquement timide. » Il marqua une pause, puis continua. « Valera, j'ai besoin de ton aide. La relique est prête à devenir nucléaire, mais elle te connaît. Si nous fusionnons nos liens, même brièvement, elle pourrait nous laisser réécrire le protocole. » Valera n'hésita pas à demander son soutien. Dans un réseau complexe de signaux biologiques interconnectés et de filaments cyberorganiques, ils établirent un lien. Avec une détermination inébranlable, Ree maintenait la connexion stable, alors que le souvenir silencieux mais puissant de Valera refaisait surface. En se remémorant une époque où la fille était perdue et terrifiée dans la jungle, elle montra aux reliques comment elle était devenue une reine forte et inébranlable qui protégeait son peuple. Alors que le feu s'éteignait, le reliquaire commença à désactiver ses systèmes internes, fredonnant en s'endormant. Après que la restructuration ait été interrompue en raison du dispositif de sécurité,
Ri s'affaissa dans le trône, se sentant étourdi et léger. « Eh bien, dit-il avec un rictus, je ne suis pas mort. » Honnêtement, ce n'était pas une garantie. La voix de Vara résonna à nouveau, cette fois plus clairement. Le succès de Ri était principalement accidentel, mais cela compte quand même. Il émergea du vestige des heures plus tard, clignant des yeux sous la douce lumière de l'aube filtrant à travers la canopée de la jungle. John et le drone l'accueillirent avec soulagement. Le traducteur l'a rapidement déclaré légèrement radioactif, mais héroïquement bu ce que Ri pouvait accepter. Réunis au palais Alani, Valira le trouva sous les branches de la grande flèche. Sa couronne avait disparu et ses longues oreilles brillantes comme des lames fines à la lumière. « Vous nous avez sauvés !» s'exclama-t-elle, et il haussait les épaules. « Techniquement, nous nous sommes sauvés mutuellement. En plus, j'ai eu l'aide d'une racine parlante dans une chaise extraterrestre hallucinogène. » Après cela, ils continuèrent leur réunion. Bien que je me souvienne encore du garçon qui m'a sauvé de la rivière, je n'avais aucune idée qu'il deviendrait la personne qu'il est aujourd'hui, dit-elle en se rapprochant. Et que vois-tu maintenant? Il lui demanda, et elle sourit comme un homme inoubliable. Ils restèrent là en silence un moment, les étoiles tournant lentement au-dessus d'eux. Race ne savait pas ce qui l'attendait, la paix, la guerre, la bureaucratie. Mais il était à sa place parfaite en ce moment, et il ne fuyait rien.